Bonjour à tous et bienvenue dans la table de marque. On est ravis de vous retrouver une semaine de plus pour parler de balle orange. Comme d'habitude, on espère que tout le monde va bien, que ceux qui sont en vacances profitent à fond, ceux qui sont au boulot, on pense fort à vous, on vous souhaite bon courage. Cette table de marque, une fois de plus, elle est très particulière pour nous car aujourd'hui on a l'honneur et le privilège d'accueillir un des piliers et un des plus gros contributeurs au développement du basket en France. C'est le rédacteur en chef du magazine mensuel Basket, qui est juste ici, hop. Et également l'auteur du livre, du magnifique bouquin 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson, juste ici, qui est paru le 11 juin dernier chez XUV et qui est d'ailleurs a gagné dans un concours, mais on y reviendra juste après. Yann Casville qui nous fait l'honneur du coup de sa présence aujourd'hui sur l'émission. Yann, comme tu l'as compris, on est super content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas ? Déjà, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Tout va bien. On est dans la période qui m'intéresse le plus dans le basket, qui est celle des playoffs. Donc voilà, parler de basket, de NBA en cette période-là, c'est une activité qui me fait grandement plaisir. Donc ravi d'être avec vous. Magnifique. Bah écoute, merci encore une fois d'être là. Antoine, t'es plus à présenter, toi, c'est bon, tout le monde te connaît, t'es un peu le Corleone de l'émission, t'es le parrain de la table de marque, quoi de neuf depuis la semaine dernière? Écoute, super content d'être là. Va falloir que bientôt, je pense que tu vas bientôt être à court d'inspi là pour les présentations. Là, je suis un peu sur les références violentes. La semaine dernière, je parlais de Gomorrah. Non, c'est Corleone. On enchaînera, je sais pas, la semaine prochaine, j'essaierai de trouver autre chose. Mais c'est quand même des bonnes refs. La bonne ref. Je suis super content de te retrouver, super content d'accueillir Yann pour parler de basket. Moi, je le rejoins, c'est la meilleure période de l'année selon moi, les playoffs. Donc hâte de parler de tout ça. Très bien, messieurs. Bah écoutez, on va pouvoir attaquer. On a aujourd'hui un très beau programme à vous présenter. D'abord, on va faire un focus sur la carrière de Chris Paul, revenir un peu sur son parcours jusqu'à aujourd'hui. Forcément, Chris Paul aujourd'hui, ça rime avec finale NBA. Donc, on se fera une petite preview de cette dernière série du coup de cette année entre Phoenix et Milwaukee. Et pour conclure de la plus belle des manières, on consacrera une grosse partie à Yann. On parlera évidemment de son bouquin qui est ici, de son magazine qui est ici, de lui tout simplement. J'en profite d'ailleurs juste avant qu'on commence. Ce bouquin est à gagner. On fait un concours sur le compte Twitter de l'analyste. Il y a un exemplaire tout simplement qui est à remporter, dédicacé directement de la main, de la plume de Yann. Donc ça se passe sur notre Twitter. Tous les liens sont en description évidemment. Et grosse semaine de concours. On vous régale vraiment cet été là. Puisqu'on a un deuxième concours pour remporter un maillot NBA. Ça se passe tirage au sort. Alors j'ai plus la date, mais ça se passe en tout cas sur le compte Twitter aussi. Yes. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est le 22 juillet, c'est le possible Game 7 des finales NBA, il sera le 22 juillet. Voilà, c'est ça. Donc c'est le jour du tirage au sort, c'est ça. Yes, c'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Ceux qui vraiment ont de la chance pourraient partir en vacances dans l'avion avec leur maillot tout neuf et le bouquin de Yann pour lire pendant le vol. Donc voilà, régalade totale. Messieurs, on est parti et on attaque tout de suite avec le focus sur Chris Paul. Le Point God sort enfin des sentiers battus avec les Suns de Phoenix. Après tant d'échecs, de déceptions et de blessures, le karma s'est enfin renversé pour CP3, lui qui est désormais l'alpha dog ultime dans l'Arizona. Avant d'en venir au présent, à quelques heures du lancement des finales NBA, Antoine, je te tends la parole. Toi, tu connais super bien Chris Paul. Je sais que c'est un de tes joueurs préférés de tous les temps. Raconte-nous un peu l'ensemble de son œuvre jusqu'à aujourd'hui, avant qu'on en vienne gentiment à ces finales. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce joueur aussi kiffant que clivant dans la sphère NBA ? Écoute, après, je pense que c'est un joueur qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même faire une petite courte rétrospective. Il a commencé sa carrière à New Orleans, c'est important de le rappeler, aux Hornets. Aux Hornets de New Orleans. Aux Hornets de New Orleans, on oublie souvent de le dire. Il est rookie de l'année dès sa première saison. Je crois qu'il est en 16 points et 8 passes de moyenne. Dès son début de carrière, il arrive à mettre son empreinte sur la NBA. Il fait 5 saisons, il me semble, à New Orleans. Après, il est deuxième au MVP sur sa saison 2007-2008. Il est 2 fois meilleur passeur, d'ailleurs, il me semble. Après, il y a un petit peu le petit cafouillage où il veut partir de New Orleans. Il en a marre de perdre. Il y a son transfert avorté aux Lakers. Juste, du coup, il rebondit aux Clippers. 6 années d'échecs au final aux Clippers, même si il y a toute l'histoire avec Lob City. Il est également 2 fois meilleur passeur. 6 années d'échecs où il échoue en playoff. Du coup, ça part à Houston avec Monsieur Barbudo. Première saison, ils sont à ça de gagner le titre. À une cuisse, au final, il se blesse, donc ça représente bien un peu la malchance. Et puis après, saison un petit peu catastrophique où il y a des embrouilles avec James Harden. Il part à Oklahoma et c'est un petit peu la rédemption, la revanche.
depuis Oklahoma où il a montré toute sa valeur et maintenant à Phoenix, il arrive en finale NBA. Sinon, sur un point palmarès, il est dans le top 5 des classements passeurs. Il est à 10 000 passes. Il va probablement passer Steve Nash et être troisième. 11 fois All-Star, 9 fois All-NBA Team. Voilà, c'est du Chris Paul pour moi, c'est la grande classe. Carrément, carrément. Puis tu parles des records. Il y a aussi les records en playoff où il est bien classé en termes de, forcément aussi de passes. Yann, toi, Chris Paul, comment tu le perçois? C'est quoi ta relation un peu entre guillemets avec Chris Paul? Moi personnellement, j'ai toujours adoré déjà les meneurs de jeu. Et lui, il est clairement, on dit souvent qu'il n'y a plus de postes en NBA, mais il y a quand même certains critères et certains postes de base qui restent. Et lui, il est clairement la définition du meneur. Donc déjà, j'ai toujours apprécié ça. Le simple fait de le voir jouer, en fait, sa technique, sa maîtrise, sa façon de gérer une équipe, sa façon d'être présent des deux côtés du terrain. Et après, j'ai toujours trouvé non pas injuste parce que c'est le jeu, un joueur qui gagne pas, forcément on va dire qu'il gagne pas, mais c'est toujours réducteur de la même façon qu'un joueur qui va gagner plusieurs titres, ça veut pas forcément dire que c'est le winner absolu, qu'il est plus clutch qu'un autre, etc. Et je pense que le fait de le voir aujourd'hui en finale, après tout ce qui a été très justement dit sur sa carrière qui est faite de montagnes russes, de haut, de bas, de beaucoup de déceptions, là au moins ça montre qu'il faut jamais enterrer un joueur finalement, et qui plus est un joueur de son talent, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais c'est le meilleur meneur du siècle finalement, du 21e siècle en NBA. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a un truc que tu disais en début de ton intervention, c'est quand tu dis aujourd'hui on dit qu'en NBA il y a plus de postes, et c'est vrai que Chris Paul fait partie encore de ces rares joueurs qui est vraiment un meneur. C'est-à-dire que demain, tu as un gosse, il te dit « Papa, je vais faire du basket, je vais être meneur de jeu. » Qu'est-ce que tu fais? Tu lui montres des vidéos de Chris Paul en boucle. Et c'est ça que tu as envie qu'il fasse, s'il veut vraiment être meneur. Puis il y a le côté leader aussi. Je pense que comme l'a dit Antoine aussi, c'est vrai que depuis son transfert, qu'il a un peu jeté de Houston pour aller... et il se retrouve finalement à Oklahoma. Il y a un côté, vous avez voulu réunir les deux copains là à Houston pour faire votre cirque. Moi, vous m'envoyez au charbon à OKC. Et bah, tu sais quoi, au début de la saison, tout le monde les mettait derniers de l'Ouest. Il les emmène en playoff. Et franchement, en playoff, il perd sur un Game 7 contre Houston, justement. Et franchement, il l'aurait gagné, que ça aurait pas été un scandale. Et puis cette saison, enfin, je veux dire, Phoenix, il y a 2 ans, c'était 19 victoires sur une saison de 82 matchs. Aujourd'hui, ils sont deuxième, de la conférence Ouest. Je crois, podium de la Ligue au total. Ils sont deuxième ou troisième aussi, je crois. Ouais, deuxième de NBA aussi. Deuxième, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et le leader, tout simplement, le patron, quoi, ce qu'il apporte au-delà de ses skills vraiment hallucinants d'un meneur pur et dur, d'un meneur scolaire idéal, parfait. Le côté patron, tu vois, tout le monde le dit, Booker le dit. Donc voilà, il tombe finalement à Phoenix. Justement, moi je trouve on lui est tellement tombé dessus sur l'énorme contrat qu'il signe à Houston. Depuis OKC, on parle plus de son contrat. Hein. Depuis OKC, on parle plus de son contrat, mais on lui a tellement tombé dessus et on a oublié ses capacités de leader. Et je trouve que c'est au-delà justement de sa maîtrise parfaite du tempo, sa capacité à distiller des caviars, à comprendre le jeu. Moi vraiment, ça m'hallucine. Je trouve que il est comparable à LeBron James dans la manière de gérer un match. Au-delà de tout ça. Après, je fais juste une parenthèse, mais peut-être qu'aussi quand on tombait sur son contrat, alors il y avait peut-être un côté facile, mais il y avait il y avait une part de vérité aussi. C'est le jeu, oui, c'est le jeu aussi. Il y avait un moment donné où il y avait quand même ce truc de Chris Paul, c'est relou. Pourquoi? Alors, parce que déjà, il y a les échecs, donc on met pas forcément tout sur le joueur, mais il en fait partie. Et le côté blessure, c'est pas de sa faute, mais c'est pas en sa faveur non plus. Donc on était là en mode... c'est relou quand même d'avoir un aussi gros contrat dans la ligue que tu peux pas transférer et avec qui tu peux pas aller gagner un titre, alors que le mec est payé énormément de millions. Donc c'était un peu une balance des deux où c'était un peu aussi à raison quand même. C'est juste ça que je voulais préciser, quoi. C'est quand même... Vas-y, Yann. Je disais, le contrat dont on parlait, c'était quand même plus de 40 millions à une époque où il n'avait pas encore autant. On parlait, il était top 2, je crois, à un moment, deuxième salaire peut-être de la NBA. Il y avait John Wall et lui. Forcément, oui, ça entre en compte. C'était pas simplement de dire il a un gros salaire. Là, il avait un énorme salaire à 34 ans et en sortant d'une déception. Donc, c'était difficile à justifier, quoi, pour le coup. Parce que blessure, parce que vieux, parce que ça va pas au bout et tout, quoi.
Et au final, il fait cette saison avec Oklahoma où il est impressionnant justement sur sa capacité à insuffler quelque chose aux jeunes, tu vois, cette combativité, cet état d'esprit où jamais tu lâches. Jamais on pensait qu'OKC allait au playoff. Au final, ils emmènent Houston en Game 7 et tu vois, du coup maintenant j'ai l'impression que pour tout le monde le contrat est normal et que en fait à 36 ans Chris Paul mérite ce salaire et au final je trouve que c'est assez juste et c'est mérité pour Chris Paul justement ce reversement de situation. En fait, maintenant tout le monde est unanime pour dire que c'est peut-être on va dire le meilleur chef d'orchestre de la ligue et je trouve que c'est assez juste et c'est totalement mérité au vu de toute sa carrière parce que jamais personne n'a remis en cause ce côté génie, tu vois. Et on l'a remis en cause sur la fin en disant ah il mérite pas son contrat, Chris Paul génie mais ça fait plus gagner. Et au final maintenant, force est de constater que il est capable d'emmener son équipe toujours au top, tout le temps. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus, au-delà du côté intrinsèque, comme je disais, il y a le côté, tout ce qui va à côté, patron, alpha dog, le côté vicieux. Bon, il l'a un peu moins qu'avant, il fait un peu moins des coups de pute. Le côté coach aussi. Le Le côté, côté coach aussi. ouais, de ouf, le côté savant du basket. Le côté. Ouais. Et puis même, tu vois, comme tu dis, gérer le tempo dans les moments chauds, c'est lui qui prend le ballon et qui calme tout le monde. Et donc, Moi, je peux te dire aussi que puis j'ai l'histoire est j'ai belle. regardé OKC. J'ai regardé le OKC de Billy Donovan avec Westbrook. J'ai regardé le OKC de Billy Donovan avec Chris Paul. Il y a un contraste, mais tellement exceptionnel. Tu peux pas te dire que ça tient que de Billy Donovan, tu vois. Donc Hmm. le côté coach, pour moi, il est sensationnel. Mais du coup, pour moi, tout ce qu'on vient de dire, tu vois, la legacy entre guillemets de Chris Paul, même si j'aime pas trop ce terme, parce qu'il est utilisé à foison, jusqu'à maintenant, elle était pas trop, elle était discutée parce qu'il avait pas gagné, mais je veux dire, on était tous d'accord pour dire que c'était un chef d'orchestre parmi les meilleurs de tous les temps. Est-ce que maintenant, avec cette finale NBA, avec cette accession justement, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de choke, est-ce que ça change sa place dans l'histoire, ça change ça un peu la vision qu'on a de Chris Paul dans les meneurs dans l'histoire en gros. Vous en Bah, pensez quoi vous? c'est difficile à dire, déjà parce que la saison n'est pas terminée, donc tu vois, déjà on est vachement à chaud. Et Toi, tu as aussi, besoin d'une victoire pour que ça change quelque j'ai chose? j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin du résultat final de la saison en fait. Tu vois, là, Ok. c'est-à-dire que, mais déjà, quoi qu'il arrive aujourd'hui, et c'est évident, tu vois, Chris Paul est monté, entre guillemets, alors même sans faire d'histoire de classement ou quoi, mais je pense que dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire, Chris Paul vient de monter d'un cran en accédant enfin au final NBA, et puis surtout avec la manière, je veux dire, il roule sur toute la conférence Ouest en playoff, il roule sur toute la ligue, toute l'année, avec une équipe où on dit ok, alors Chris Paul se ramène, donc les Suns on les mettait en playoff, mais jamais de la vie on les mettait deuxième avec cette façon-là. Alors ok, il y a aussi des trucs à côté, les blessures de LeBron et Kawhi, forcément, de LeBron et AD, pardon. S'ils se Blessure de pètent pas, Jamal tu, Murray tu peux aussi, blessure blessure de de Jamal Kawhi Murray. Donc aussi. tu vois, il y a des trucs où tu. Mais je veux dire, on peut mettre ça dans la balance, mais quoi qu'il arrive, des blessures, il y en a toujours. Faut quand même le faire d'arriver deuxième de ta ligue, enfin de ta conférence sur une saison. Il faut arriver jusqu'au final NBA, c'est dur. Et puis le parcours en playoff, il est pas si simple que ça parce que tu te tapes les Lakers. Ok, diminué, blessure, effectif un peu moins bon et tout, mais tu les tapes quand même. Ensuite, tu as des histoires de problèmes d'épaule. Ensuite, tu as des problèmes tu rates quelques matchs pour le Covid. On a eu de la chance qu'il n'ait pas de séquelles et tout. Enfin, tu vois, on a souvent eu un peu cette sensation de boulevard pour les Suns, mais en fait, à chaque série, on était là. Quand même, c'est un gros morceau, tu vois. Et donc, je trouve que le parcours déjà est fou. Si ça perd, que ça perde ou que ça gagne, il est monté d'un cran, comme j'ai dit. Si ça gagne, là, ça va monter très très fort. Mais quoi qu'il arrive, Toi, c'est t'en, déjà toi, un, c'est t'en- déjà un magnifique parcours. Franchement. toi, t'en penses quoi, Yann, toi? Je suis d'accord sur cet aspect de legacy, héritage, etc. En fait, ça le fait forcément progresser parce que là, on en parle, on est dans l'action, etc. Mais ces questions d'héritage, elles se posent aussi 10, 15, 20 ans après les carrières des joueurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas connu John Stockton, comment il juge John Stockton? C'est très injuste, mais ça va être avec les statistiques personnelles et les statistiques collectives. Donc il va voir, ouais, super, meilleur passeur de l'histoire de la NBA, et pas de titre. Et en fait, que ce soit un élément ou pas, il rentre en compte dans ensuite les fameuses comparaisons, qu'on soit pour ou non, mais les comparaisons à travers les époques. Et là, Chris Paul, il aura une ligne en plus à son palmarès. Alors, évidemment, je suis d'accord, s'il y a le titre, c'est clairement plus important que la finale. Mais je pense que même si c'est peut-être injuste de résumer un joueur à son palmarès, eh ben, le temps passe, des nouveaux joueurs arrivent,
et le palmarès, qu'on le veuille ou non, est Il un reste. élément pour juger. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très comparable à John Stockton, du coup. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, là, tout de suite, au moment où on parle. Bon, Stockton, sa carrière est terminée et tout, donc on le sait. C'est un mec qui a fait des finales, qui a perdu et tout, qui est un des meilleurs meneurs de l'histoire aussi. Mais c'est vrai que la comparaison est perspicace. Il y a un truc aussi qu'on oublie. Deux choses que j'aimerais placer comme ça Attends, juste non, avant de. juste moi, j'aimerais juste vous dire, moi, j'ai un peu une vision différente de vous là-dessus, parce qu'en réalité, moi, je pense que même s'il ne gagne pas la bague, pour moi, ça change déjà ma perception de Chris Paul. Ah oui, C'est-à-dire voilà, que c'est je ça. trouve Mais que c'est-à-dire qu'en avec gros, ce que je disais, c'est qu'il a déjà monté d'un cran, mais que s'il va au bout, c'est laisse tomber. Mais peu importe, s'il perd, même s'il perd 4-0, le step, tu vois, le gap qu'il a franchi est quand même super haut, quoi, tu vois. parce il efface ce côté choke et ce côté blessure et ce côté dans les grands moments. Parfois, tu ne peux pas compter sur Chris Paul. Et je trouve qu'il l'efface complètement. Et l'histoire est belle en plus avec Phoenix, une équipe qui n'est pas allée en playoff depuis quoi? Ça faisait quoi? 11 ans qu'ils n'étaient pas allés en playoff ou 10 ans? 10 Et ans, ouais, je direct, crois. Ouais. ouais, 10 ans directement en finale. Je trouve l'histoire est magnifique. L'année dernière, ils étaient à ça d'aller en playoff. Et puis, c'est Chris Paul. Le déclic et même qui les emmène en finale NBA. Donc je trouve que même s'il n'y a pas de titre à la fin, ça change déjà ma perception personnellement. Hmm. Ouais, non, c'est Du coup, clair. tu voulais rajouter quoi, Bah, Hugo? y a un autre truc que je voulais rajouter aussi parce que c'est un truc qu'on mentionne pas souvent. En fait, il y a deux points. Il y a un point qu'on mentionne pas souvent et il y a un point qu'on mentionne pour d'autres garçons, mais pas pour Chris Paul. C'est que Chris Paul a 36 ans. Donc, il fait ce qu'il fait à 36 ans. Et il y a un truc qu'on oublie aussi. Bah, évidemment, je pense à LeBron, tu vois. Alors que tu sais comment j'aime LeBron, mais quand c'est Chris Paul qui fait ce genre de dinguerie, on n'est pas là en train de dire ah, mais tu te rends compte, regarde ce qu'il fait à 36 ans et tout. Alors qu'il a quand même eu beaucoup de pépins physiques, même voire plus que LeBron. Tu vois, et il est revenu, et c'est comme tu disais, ça rejoint le côté on lâche rien et tout. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est qu'on oublie que ce mec il fait 1m82, 3, enfin pour le coup, tu vois, 83, ouais. c'est la même taille 83, ouais. qu'Iverson à peu près, tu vois. Donc, et c'est un mec qui, quand même, tu vois, il a des highlights. On parle souvent du côté meneur et tout. Allez voir sur YouTube, il y a quand même un poster dunk sur Dwight Howard qui traîne. Donc c'est Ouais, quand ouais, même sur sa un saison mec rookie, il qui. me semble. Comment? Sur sa saison rookie, il me semble, le poster sur Ah, je sais Dwight. pas si. Il joue pas aux Clippers? Non, il est au Hornets. Il est aux Hornets? Pour moi, Ah j'ai oui, un avec le poster maillot en tête où rayé il est. là. Ouais. En tout Et je cas, crois que c'est sa première ou deuxième saison. sur YouTube Chris Paul, Dunk, Dwight Howard, Top 10. Chris Paul top 10, il est dans le top 10 direct. c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, c'était aussi Mais, ces deux petits mais points ouais, que je pour voulais. rebondir sur ça, c'est vrai qu'on souligne Ouais, sans cesse la longévité de LeBron et sa capacité à dominer le jeu à 36 ans, justement, malgré le fait que ça demande des sacrifices absolument énormes au corps et tout. Mais Chris Paul, à 36 ans, est toujours capable de nous faire une saison complète. Bon, alors, bien sûr, il rate des matchs cette saison et à cause du Covid et tout ça, mais toujours capable de te faire une saison complète et toujours capable de jouer. Là, sur les games 6, il joue quoi? 41 minutes, 42? 35 minutes. Ah, mais quand même, tu vois, c'est que ça reste quand même un gros temps de jeu. Il est pas là à la Gary Payton ou à la Steve Nash en fin de banc, tu vois ce que je veux dire, ou à la Jason Kidd aux Mavs. Et vraiment, faut le souligner, ça qu'à 36 ans, ils sont très peu en réalité à avoir dominé le jeu à 36 ans. Non, ils sont très peu. J'en ai Après, pas d'autres en tête. le truc sur LeBron aussi, c'est que c'est un jeu quand même vachement plus physique, différent. Donc il y a aussi peut-être. Puis c'est très LeBronesque en fait de se dire les médias en parlent tellement et tout que c'est un truc qu'on nous. Tu vois, Oui, mais on le paradoxalement, paradoxalement, en fait, comme tu l'as dit, c'est quasiment plus impressionnant de la part de Chris Paul parce qu'il y a cette taille-là. On parle d'un joueur qui, de base, est plus petit que la norme et qu'on le veuille ou non, ça reste un sport quand même de taille, de basket. Donc, je pense que c'est encore plus impressionnant. Et j'ajouterais un truc, c'est qu'on parle du leader qu'il est, du patron qu'il est, et je suis complètement d'accord. Mais je trouve que ça souligne plus globalement le professionnel. On sait que c'est quelqu'un il a par exemple été investi dans le syndicat des joueurs. Et ben, je trouve que c'est plein d'éléments. Il est président, je Il crois. est président, ouais, il est président. Et ben, je trouve que c'est plein d'éléments qui montrent qu'il est investi à 100% en dehors du terrain. Sur le terrain, on voit qu'il est toujours pro à 36 ans. C'est un ensemble pour moi, Chris Paul. Il faut vraiment il met tous les ingrédients pour y arriver. Et pour rebondir là-dessus, il a souvent été décrié par quelques coéquipiers, je pense notamment à Demarcus Cousins là qui a fait une déclat pour dire tu te demandes pourquoi personne traîne avec toi, mais il est souvent décrié justement pour son côté un peu trop strict et trop sévère, mais pour moi ça témoigne de son professionnalisme. Il est toujours et justement focus sur le jeu. Quand c'est des Kobe ou des Michael Jordan, on leur dit rien, on leur dit ah ouais mais ils gagnent.
Ouais. Et il est focus sur le jeu, il est conscient de ce qu'il faut pour gagner. Et moi, je trouve, justement, je rejoins totalement Yann, c'est d'autant plus impressionnant parce qu'il fait 1m83, il n'a pas les attributs de LeBron. C'est-à-dire que c'est que du QI basket, en fait, c'est que du Entre génie. guillemets, Et ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est un cerveau de toute façon. ça me fascine encore plus, moi, ça me fascine encore plus, du coup. Puis il y a le côté aussi, avant de finir hein, gentiment, parce qu'on va enchaîner sur les playoffs, il y a le côté aussi artiste. Tu vois, si on part dans ce registre-là, Élégant, technique. Iverson, pardon, Iverson, on y viendra après, mais Chris Paul, Iverson aussi a un côté artiste, mais Chris Paul a vraiment le côté artiste, genre où il sublime une pratique sportive enfin, il rend le truc artistique, tu vois, genre il y a une esthétique, il y a un truc, c'est élégant. carrément. Carrément. Donc voilà, non, franchement, Chris Paul, très très gros respect. On pouvait pas démarrer cette émission sans parler de Chris Paul. Et justement, ça tombe bien puisque après avoir fait son parcours un peu, aujourd'hui on en est à un stade où il est en finale NBA, comme on l'a dit. Mhm. Les statistiques de son Game 6, messieurs. Attention, hein, 41 points, 88 passes, 3 interceptions, 67%, 88% à 3 points. Je crois qu'il est à Je 7 sais sur pas ce 8 que ou 8 vous sur en, 9. je 35 sais pas ce que vous en minutes, pensez, mais 35 minutes de pour, jeu et 22 de box plus minus. je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le plus gros match de sa carrière, je pense. Ah À bah oui. chaud, je pense. Bah, en termes de perf et en termes c'était le match déjà le plus important de sa Oui, carrière. Donc c'est l'importance. celui sur lequel il fallait pas qu'il se loupe. Et c'est pas qu'il se loupe pas, c'est qu'il fait une performance de dingue, de dingue. Oui, il les envoie en finale. Enfin, c'est ça. C'est pour ça, oui, il y a C'est là, l'importance du je match vois qui est bien à le prendre en titre compte. YouTube, c'est sur la chaîne NBA, Chris Paul Clean Shed Series, tu vois. Alors, c'est Mm. vraiment le terme parfait, quoi. Tu vois, c'est lui qui les envoie. Donc ouais, non, donc du coup, finale NBA. Du coup, on revient vite fait sur la série Phoenix Clippers, 4-2 finalement pour les Suns. Les stats à l'écran, une série serrée. Hein. Oh la vache, une série ultra serrée, ultra mouvementée aussi. L'absence de Kawhi, l'absence même de Chris Paul. Il rate combien? Il rate 2 ou 3 matchs, il me semble. Il rate le game 1, game 2, il me semble. Ouais. Deux, oui, il me semble. C'est ça, hein, donc une série. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours eu cette impression qu'il avait un boulevard devant lui, mais mine de rien, c'était quand même à chaque fois des gros morceaux. Victoire 4-2, victoire méritée en plus, j'ai envie de dire. On a eu une équipe plus intelligente, mieux coachée, qui exécute mieux, qui défend mieux, qui attaque mieux. Enfin, globalement, c'était ultra serré, mais dans quasiment tous les compartiments du jeu, il y avait un mieux pour les Suns par rapport aux Clippers. Yann, t'as suivi un peu cette série? Oui, et bah, après, pour être honnête, c'est pas la série que je voulais voir dans le sens où, pour moi, les Clippers étaient trop affaiblis. On leur enlève leur meilleur joueur, on leur enlève Kawhi. Je dis pas ça pour ça dénigre en rien la performance des Suns. Ça, c'est un autre sujet. Simplement, je trouvais que l'adversaire de base était trop affaibli pour qu'on ait une grande série. T'aurais Et aimé avoir tout le monde à 100% et pour avoir la vraie série C'est ça. Suns Clippers qu'on aurait tous voulu avoir, quoi. C'est les Clippers, c'est ce qu'ils ont fait est déjà assez héroïque, toute leur campagne de playoff. Donc voilà, et en finale de conférence, moi j'avais envie de voir une très grande série, et je considère, on peut être en désaccord, hein, mais je considère qu'on n'a pas eu une très grande série parce qu'en fait il y avait une équipe des Suns en face qui ils dominent ces playoffs à l'Ouest. On verra la finale, mais l'Ouest ils l'ont dominé finalement. Ils étaient deuxième, on l'a dit, deuxième de la saison régulière, mais ils avaient qu'une seule défaite une seule victoire de retard sur Utah. Quelque part, ils étaient très près de la première place. Mais cette conférence Ouest, j'ai parlé des blessures, certes, c'est un élément à prendre en compte, mais il y en a toujours. Mais eux, pour leur partie, ce qu'ils maîtrisent eux, j'ai vu une domination en fait de la série, comme on avait vu une certaine aussi domination des 2 tours précédents. Hmm. Je Je suis suis assez d'accord d'accord avec ça. et c'est vrai que maintenant, enfin, une fois que Kawhi se pète, enfin, à partir du moment où on voit que Kawhi se pète et on voit qu'il revient pas et tout, mine de rien, je pense quand même qu'on souhaitait tous que ce soit les les Suns, pardon, justement, qui aillent en finale pour avoir une série plus disputée. Parce que là, pour le coup, un Clippers Bucks en finale sans Kawhi, ça aurait été trop relou, quoi. Tu vois, moi, je suis content que ce soit les. Je suis ni fan des Clippers, ni fan des. Enfin, clairement pas fan des Clippers, vu que je suis fan des Lakers. Et je suis pas fan non plus des Suns. Mais je veux dire, pour le côté compétitif et spectaculaire et tout des finales, je suis assez content que ce soit fini comme ça. Et pour Chris Paul aussi. Vas-y, Antoine. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, moi je suis d'accord avec vous. T'as un petit goût amer, une petite amertume parce que Kawhi ne joue pas cette finale de conf et que donc ça change quand même totalement le script C'est un de la what série. if. Mais c'est un what if, mais
si du coup on s'en tient uniquement aux faits et à ce qu'on a vu, pour moi la meilleure équipe de basket s'est imposée, celle qui a le meilleur jeu, celle qui a l'effectif le plus huilé. Les Clippers ont fait quand même des gros matchs, ils continuaient de nous surprendre. Pareil, moi je les voyais. Tu vois, le Game 1, c'est quand même un Game 1 avec gros point d'exclamation. Devin Booker mais 41. Les Suns C'est sont celui où il est en concentrés. triple-double à 40 pions, là. Ouais, et les Clippers n'ont aucun mal à répondre par la suite. Paul George, d'ailleurs, il fait un Game 5 à 40 points aussi. On en parlait dans la dernière vidéo. Il nous laissait une énorme impression. On se disait, c'est possible finalement que les Clippers peuvent gratter les finales NBA. Mais les Suns sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Moi, je suis très content au final que ce soit les Suns. Du coup, comme tu l'as dit, pour la compétitivité de la finale. Et au final, je pense que ça nous fait quand même une super match-up face à Ah, et Milwaukee. puis cri-cri en finale, gros. Voilà, ça on l'a dit Ça, dès c'est le un début de la, régal. on l'a dit en début d'émission, on parle de Chris Paul, mais c'est beau pour l'histoire, tu vois. Chris Paul en finale. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le petit moment entre Monty Williams et Chris Paul, fin de match, où il lui dit, Monty Williams lui dit, You're going to the finals, Chris, et lui dit, j'essaie de rester calme, Et il lui j'y dit, arrive vas-y, pas. lâche-toi, gros. Ouais, Il lui non, répond, vas-y, lâche-toi, fais la fête, tu vois, genre. Ouais, non, ouais, très, 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 très belle image, très, très belle image. C'est vrai que du côté des Clippers, pour en parler très vite fait, on peut être déçu. Il y a le côté un peu, what if avec Kawhi, avec cette blessure et tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a une déception, il y a une saveur amère. Il y a quand même un côté où on se dit qu'ils ont quand même progressé par rapport à l'année dernière. C'est criant, c'est évident, ça saute aux yeux. Paul George était meilleur. Alors, il n'a pas très bien shooté sur la série, mais il a quand même porté l'équipe. Reggie Jackson, grosse surprise de cette saison en playoff. L'autre, mon gars, c'est Kobe, gros, sur la série. Il prend des tirs, là, du n'importe quoi. Ça rentre de partout. Donc voilà, bilan pour les Clippers, relou pour la blessure de Kawhi, mais du coup on comprend pourquoi ils ont pas été en finale. Je pense que si Kawhi est là, c'est différent, du moins c'est déjà beaucoup plus disputé. Mais voilà, les Suns sont en finale et ils ont clairement pas volé leur place. Et du coup, pendant ce temps-là, Milwaukee-Atlanta, de l'autre côté du pays, la série s'est terminée sur un score de 4-2 aussi pour les Bucks. Là, pour le coup, il y a eu moins de débats, je trouve, il y a eu moins de conves. C'est-à-dire que tu as les deux matchs remportés par Atlanta qui font vraiment mal et qui font vraiment un peu douter, mais c'est peut-être même pas forcément le bon mot parce que les Bucks ont su réagir à chaque fois. Il y a cette blessure de Giannis qui fait flipper un peu tout le monde. L'image est vraiment moche. On se dit, ah, c'est chaud. Au final, on a la bonne nouvelle que ce n'est pas une blessure majeure qui risque de revenir c'est une bientôt. hyper extension, Hyper ouais. extension, ouais. Et du coup, en son absence, les Bucks, bah écoute, le game 5. Chris Middleton Show, le Chris Non, mais Middleton attends, Show avec Chris Middleton, Jrue Holiday, Bobby Portis, comment il Brook s'appelle? Lopez, Brook Brook Lopez. Lopez, Lopez. Tout Brook le Lopez, monde ouais. a fait 32 un sur un match match. de dingue. Brook Lopez, frère, il a envoyé des tomards là. Joel Embiid, le mec, tu vois. Ah, mais les Bucks m'ont surpris, moi, dans leur capacité à. Parce qu'ils ont À joué jouer que sans le 7 matchs patron. cette saison. Ils ont joué que 7 matchs cette saison sans Yanis pour un bilan de 5 victoires et 2 défaites, il me semble. Au niveau C'est de pas ouf. l'adversité, c'était comment? C'était des grosses équipes ou c'était des. T'as J'ai pas pas, d'infos t'as là-dessus. pas pu J'avais compter. vu la stat en regardant justement le dernier match. Mais justement, ils avaient pas de repères sans Yanis. C'est vrai que tout leur jeu quand même est basé sur le grec. Et au final, bah, Chris Middleton en patron, moi je l'aurais jamais imaginé à ce niveau-là. Au final, il est capable de porter une équipe en finale de conf avec des moments où il met 20 points sur un carton. Et l'alchimie des Bucks, vraiment l'alchimie des Bucks, le coaching de Bud. Pour moi, c'est à souligner. L'exécution. On lui a beaucoup l'exécution. Ils ont eu aucun problème en fait à trouver leur rythme sans Yanis. Et je Et il trouve n'y que a pas c'est eu de c'est doute vraiment en plus, notable. hein. Parce que sur le Game 5, tu vois, il y a un petit écart de 10-15 en permanence. Donc on sait très bien qu'en NBA, 10-15 points, ça peut revenir très vite. Mais c'est ce genre de match où même s'il y a que, entre guillemets, 10-15 points, à aucun moment, genre, on sait tous que les Bucks vont gagner et qu'ils vont finir, tu vois, et qu'ils vont pas parler chinois, tu vois, à aucun moment. C'est ce genre de Mm. match-là qu'ils ont su nous livrer en l'absence de Yanis. Donc c'est d'autant plus fou. Yann, toi, t'as suivi cette série aussi, j'imagine? Ouais, puis on peut ajouter aussi, je pense que mentalement, en termes de confiance, ils se sortaient d'une série assez épique contre Brooklyn. Ils savent qu'ils ont Atlanta en face et c'était pas l'équipe qu'on attendait à ce niveau-là.
qu'il y a une certaine voie qui est ouverte. Bien sûr, il faut battre l'équipe, il faut gagner 4 matchs, etc. Mais la voie, elle est quand même plus ouverte que On ce qu'on parlait pouvait de boulevard tout imaginer. à l'heure, là les Bucks ils avaient le plus gros boulevard C'est ça. des finales. Enfin, Et je pense que quand tu sors Brooklyn au match 7, etc., prolongation, que tu vois cette route qui s'ouvre, t'as peut-être aussi un regain de confiance qu'ils n'avaient pas forcément dans les playoffs précédents où c'était tellement l'équipe numéro 1 de la saison, l'équipe à battre, Giannis MVP, donc tout le monde l'attend au tournant. Là, quelque part, c'est comme si pendant ces playoffs, on doutait d'eux dès le départ et finalement, en gagnant contre Brooklyn, ils ont, même s'il encore il y a des circonstances, mais peut-être qu'ils ont eu un surplus de confiance, d'alchimie collective, enfin pas d'alchimie collective, mais de rythme ensemble. on a Ouais, l'impression qu'il y a ce côté je suis prise de d'accord. conscience que là ils ont un vrai coup à jouer par rapport à d'autres années, même s'ils ont toujours eu un coup à jouer, mais là cette année plus que d'autres, surtout en sortie de Ah, mais série c'est vrai que avec c'est vrai que Brooklyn. il y avait toujours une espèce de sentiment d'urgence sur les saisons précédentes avec Giannis MVP justement, t'affrontes le Heat, etc. T'es Et plus là cette serein, là, t'es saison, plus tranquille, t'as la tête froide. ouais, et moi, je savais pas trop comment le prendre, justement, cet aspect-là. Et au final, ils m'ont totalement rassuré, justement. Ils ont su déjouer toutes mes craintes. Et j'aimerais aussi, tu vois, sur le Game 4, que les Hawks se gagnent avec sans Trae Young, avec un gros Lou Williams. Pour moi, ça aurait pu être un facteur, justement, de doute pour les Bucks. Et pas du tout. Le match d'après, oh là là, ils ont En mis fait, une... je pense que quand tu sors de la série que tu fais face à Brooklyn, de KD, Harden et tout, je pense quand tu vois un match de Lou Williams qui te fait mal et tout, t'es là en mode ok, mentalement et tout, ça, je pense que ça joue, mais tu sais, je pense que quand tu sors d'une série comme ça, t'es tellement sûr de tes forces, tu joues avec beaucoup plus de tranquillité, t'as beaucoup plus confiance en tes coéquipiers, t'as confiance en ton coach, tu vois, t'as l'avantage du terrain, donc je pense que ils avaient plein de choses qui étaient en leur faveur, mais mine de rien, parce qu'on dit qu'ils avaient beaucoup de choses en leur faveur et tout, mais mine de rien, ils ont quand même battu les Hawks qui font, même si c'est une surprise, un très beau parcours aussi de leur côté, et qui était quand même une équipe relou à jouer. Même sans Trae Young, on l'a vu, ils étaient capables de vraiment faire mal. Et donc, on a l'impression que c'est logique, et c'est le cas, que les Bucks s'imposent, mais quand même, rendons à César ce qui appartient à Giannis. Tu vois, gros crédit et grosse félicitations pardon, aux Bucks qui n'ont pas parlé chinois et qui ont su concrétiser ce qu'ils devaient concrétiser. Il fallait le faire, Pour moi, quoi. pour moi, du coup, tu abordes quand même assez sereinement la finale. Yanis devait peut-être jouer le Game 7 en urgence. Au final, il va probablement, je pense, débuter le Game 1 ou le Game 2 et avoir le temps de rentrer en rythme. Bon, même si sur des finales NBA, t'as pas vraiment le temps. Mais du coup, tu abordes quand même sereinement la finale avec un Chris Middleton et Jrue Holiday qui sont totalement en confiance. Je sais pas quelle équipe aborde le mieux la finale selon vous. C'est qui? C'est Phoenix ou c'est Milwaukee? Bah, j'ai quand même l'impression, enfin, d'un côté, on a quand même Phoenix qui a quasiment eu une semaine de repos, entre guillemets, et de l'autre, une équipe où peut-être que Yanis revient très vite, effectivement, mais on est quand même sur une forme d'incertitude et d'un joueur qui revient de blessure, de la star qui revient de blessure. Donc, je trouve que le décalage, sans parler de l'avantage du terrain, mais ce décalage-là, pour moi, il fait que Phoenix arrive avec, paradoxalement, alors qu'ils n'ont pas fait les playoffs depuis 10 ans, mais peut-être avec plus d'assurance, peut-être, enfin pas forcément d'assurance, mais plus d'atouts, je dirais, Hmm. en termes de contexte. Oui, puis dans Plus de fraîcheur aussi. ouais. Puis dans la narration aussi, c'est une histoire qui est plus belle du côté de Phoenix, tu vois. C'est une côté. Déjà, t'as plus de certitude. Enfin, c'est pas que t'as plus de certitude, mais tu n'as pas les craintes que tu peux avoir du côté de Milwaukee. Et il y a le côté, je pense qu'en termes de confiance, on est clairement sur deux équipes qui sont sur une dynamique de fou parce que t'as le soulagement du côté des Bucks, c'est le côté concrétisation, confirmation dont je parlais. De l'autre côté, t'as le côté surprise, darling de fou, mais qui en plus confirme dans la même année que c'est une putain d'équipe avec un vrai meneur. On va pas beaucoup parler de Devin Booker, hein, mais Devin Booker, il y est clairement pas pour rien. Ni DeAndre Ayton, Michael Ni Bridges. DeAndre Ayton, donc voilà. Donc je pense qu'on a deux équipes qui sont quand même sur une bonne dynamique. Mais je suis d'accord avec Yann, celle qui a quand même Enfin, il y en a une qui a pas trop de crainte, qui a pas trop de questions à se poser. Alors que du côté de Milwaukee, on se dit ah ok, on aurait peut-être pu faire jouer Giannis en urgence au Game 7 si Game 7 il y a. Là on arrive en finale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait jouer? Est-ce qu'on le fait pas jouer tout de suite? Le Game 1 c'est quand même important parce que comme tu l'as très bien dit Antoine, il n'y a pas de temps à perdre en finale. 4 matchs ça va très vite. Si t'en lâches un, t'as lâché 25% de trop quoi. Donc Je suis assez d'accord avec vous. Peut-être que Phoenix aborde la série avec un peu plus de certitude. bah, Mais avec moins de doute en fait, c'est ça que je voulais dire. Avec moins de doute que Milwaukee. Pas forcément plus de certitude, mais moins de. Tu flippes un peu moins, je pense.
mais là où moi je dirais que Milwaukee arrive, enfin, je mettrais plutôt ma pièce sur Milwaukee, c'est parce que, tu sais, je te l'avais déjà dit, après qu'ils se soient qualifiés contre les Nets, les Bucks, c'est une mission de remporter le titre depuis plusieurs années. Phoenix, c'est un petit peu une surprise pour eux d'être là où ils sont maintenant. T'as moins le côté mission, l'impératif de gagner. Pour Milwaukee, c'est maintenant, c'est cette année. Giannis, il faut qu'il soit champion là, qu'il prouve que il fait partie de la trempe des plus grands et qu'il peut accrocher son nom parmi les joueurs qui ont un titre. Du coup, cet aspect-là, vu la mentalité de Milwaukee et la capacité qu'ils ont eu à toujours assumer les défis de cette saison, je pense que ça va jouer en la faveur des Bucks et que du coup ils vont arriver là en finale avec le couteau entre les dents Je, et ça va absolument pas laisser le temps à Phoenix de respirer. je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je me dis que c'est un peu la même de l'autre côté. T'as Chris Paul, à mon avis, en termes de couteau entre les dents, parce que là, potentiellement, en fait, d'un côté, t'as Giannis, de l'autre côté, t'as Chris Paul, qui ont de grandes chances, si leur équipe est championne, d'être MVP des finales. Sauf si Devin Booker fait vraiment une série de grands malades. Phoenix, je sais pas. Phoenix, je sais pas. Oui, Devin non, Booker, mais il peut ce être que je veux dire, à c'est 30 que. pions de moyenne. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que Chris Paul a quand même de grandes chances d'être MVP des finales s'il est champion. Et pareil pour Giannis. J'espère. Donc, je pense et en termes de couteau entre les dents, puis d'un côté, t'as une équipe quand même. Parce que Milwaukee, tu vois, il y a des échecs répétés et tout, mais t'as pas trop le temps non plus. Et du côté de Phoenix, t'as clairement pas le temps. Chris Paul a 36 ans, il est injury prone, t'es en finale, tu vois. Moi, je pense qu'on va avoir une putain de série, hein, vraiment. Pour Milwaukee, il y a, sur cet aspect évidemment, la finale, elle est là, il faut la prendre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et peut-être qu'il n'y en aura pas, on prédit pas l'avenir. Il y a quand même un truc, Milwaukee, où on parlait des doutes, des échecs des années passées, il y avait la question du est-ce que Giannis va rester? Giannis, il a signé son contrat, il a prolongé, et derrière, tu franchis un cap, tu arrives en finale. Donc, quelque part, quoi qu'il se passe, ils peuvent se dire que ils sont dans la bonne direction. Et qu'ils vont pas devoir tout remettre en cause, même C'est s'il y a vrai. des défaites en finale. Je pense qu'ils ont déjà réussi, convaincu, et je sais pas s'ils iront au bout cette année ou à l'avenir, mais ils ont déjà réussi à prouver, enfin, à faire comprendre si on est sur le bon chemin, regardez. Et Ouais. ensuite, il y a que des étapes supérieures. Hmm. D'autant Sans... que Middleton a passé un véritable cap, que Giroud a montré peut être le troisième maillon d'une équipe justement qui vise le titre. Non, vraiment, ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a peut-être moins ce truc où s'il ne gagne pas, c'est un scandale. Messieurs, enfin, si rien du tout, est-ce que vous avez un prono ou au-delà forcément d'un prono, d'un vainqueur ou d'un score, est-ce qu'il y a une des deux équipes que vous aimeriez vraiment voir gagner? C'est difficile, hein. Moi, je suis fan de ni d'un côté ni de l'autre. Je me dis d'un côté, il y a Giannis qui a tant de choses à prouver, qui est encore très jeune. Ce serait fou qu'il gagne un titre avec les Bucks. Et de l'autre côté, il y a Chris Paul. Il y a le côté aussi. De toute façon, on a deux équipes qui n'ont pas gagné depuis super longtemps. Phoenix, ils n'ont jamais gagné. Ils n'ont pas de Phoenix, ils trophée n'ont pas dans de leur bague histoire. et Milwaukee en a Bucks, ils deux en ont et Milwaukee deux. en a pendant une, plusieurs années. Deux ou une? Deux, je crois, hein. Une, il me semble, ou Une? peut-être deux, je sais pas. Ils en ont une avec Oscar et Karim. C'est toi qui m'avais dit deux la dernière fois. Moi, je croyais que c'était une, mais c'est dans les années Bon, on 1960-70. ira Ça. vérifier. 70, Ouais, ouais, c'est dans les années 70. 70 aussi et tout. Donc non, non. Enfin, moi, je serais content. En vrai, moi, la finale me va et l'issue de la série me va aussi. Si on essaye de rentrer plus dans un côté plus prono que côté personnel, vous voyez qui vous imposez. Comme ça, là, c'est difficile de se projeter sans même avoir eu un échantillon d'un match, mais on se Sûr, mouille ouais. un Vas-y, peu. Yann. Ouais, je veux bien me lancer, y a pas de souci. Allez. Même pour le prono et le côté plus affectif. Prono, je dirais 4-2 pour Phoenix. Et le côté affectif, même si je supporte personnellement aucune des deux équipes, moi, j'ai clairement une préférence pour Phoenix parce que j'aime l'idée d'équipe collective. Alors, je dis pas que c'est pas le cas à Milwaukee, simplement le jeu de Milwaukee tourné autour de Giannis, c'est un double MVP, donc il n'est pas question de parler du talent. Mais moi, c'est pas le jeu qui me fait le plus rêver. C'est pas le jeu qui me donne le plus envie de les suivre en saison régulière. Par exemple, Milwaukee, c'est pas l'équipe qui m'intéresse le plus. Donc moi, j'ai une vraie préférence pour Phoenix, mais après, si Milwaukee va le chercher, c'est mérité, tant mieux pour eux, et j'ai aucun souci avec ça. Ok. 4-2 pour Moi, 4-2 Milwaukee pour Yann. Phoenix. Pour Phoenix, pardon. Pour Phoenix. ouais. Moi, je rejoins Yann sur le côté affectif. Je suis un grand fan de Chris Paul. Je serais complètement dingue qu'il gagne une bague, franchement. Mais donc, je dirais Phoenix. Mais mon prono va aller du côté des Bucks. Je pense qu'ils vont s'imposer. Je pense qu'ils vont pas laisser passer le train. C'est l'occasion ou jamais. Je pense que dans le fond, ils ont une meilleure équipe que Phoenix, même si Phoenix a potentiellement un plus beau jeu Un qui poil me plus de plaît plus. profondeur aussi, mais peut-être un peu moins de talent.
Ouais, Un poil, exactement. hein. Et puis, tu vois, on a parlé de la jeunesse des Suns. On l'a jamais vraiment, véritablement vu. Je pense qu'en finale, quand même, ce côté manque d'expérience, d'avoir que Chris Paul et Jay Crowder, ça peut te faire défaut. Et aussi, je vais être très attentif à la manière dont ils vont défendre Giannis et Middleton. Tu vois, si Middleton, il est aussi chaud que contre Atlanta, tu auras beau lui opposer Michael Bridges ou qui tu veux, il peut te close out n'importe quel match. Et ça, c'est difficile pour Phoenix, même si en face, Booker et Chris Paul, c'est un peu la même capacité. En tout cas, je pense que ça va être vraiment une magnifique série. Je vais te dire Milwaukee 4-2. Milwaukee 4-2. Moi, je vais te suivre sur Milwaukee 4-2 pour. Je suis globalement assez d'accord, donc je vais pas répéter tout ce que tu as dit. Y a un aspect aussi, je pense, qui va être très intéressant, c'est que DeAndre Ayton a quand même fait chantier aussi sur ses playoffs. Et là, il a vraiment quelqu'un capable de défendre dur sur lui. En Giannis et même en Brook Lopez qui est capable. Donc je pense que en tout cas, le challenge va être très très gros là pour Ayton pour marquer beaucoup de points et pour avoir des gros pourcentages. Et Giannis, et DeAndre Ayton défensivement, voilà, on sait que c'est pas non plus un défenseur élite. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de solutions pour défendre Giannis. Là où sur tous les autres postes, il y a un peu plus de coups à jouer des deux côtés. Après, Mais t'as quand même du matos pour moi à oui, Phoenix oui, pour oui. fermer la raquette et gêner Yanis. Non, voilà, t'as du matos, mais c'est plus pour gêner que pour empêcher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, vraiment, DeAndre Ayton n'est pas un défenseur, malgré que ce soit un formidable attaquant. Donc, Comme sur ses playoffs, ouais, mais il a joué qui il comme m'a un gros petit peu surpris. intérieur? Ah, personne, il a joué Ivica Zubac ou Il a joué Davis du sur small quelques ball. matchs, tu vois. Ou Drummond? Enfin, tu Ouais. vois, genre, Oui, voilà, oui, quoi. oui, mais il a su gêner quelques drives, tu vois. Mais là, ça va être différent contre Ça Milwaukee, va être c'est clair. différent, puis surtout que tu t'attaques à une équipe qui est quand même très forte. On peut débattre aussi sur est-ce qu'ils ont affronté une équipe plus forte que les Bucks. Je pense que les Bucks, c'est quand même l'équipe la plus dure qui vont avoir dans toute cette campagne. Donc non, non. Et puis voilà, comme l'a dit Antoine aussi, je suis d'accord avec ça sur le côté jeunesse et tout. Je pense que il y a un moment donné où ça risque quand même de se casser un peu les dents, d'être un peu. Puis mentalement, tu vois, quand t'es jeune, c'est facile d'être hyper hypé et tout, d'être motivé quand t'es dans une dynamique de fou, mais je pense que tu peux très vite aussi perdre cette motivation. Et que ce soit, si c'est même juste sur un ou deux matchs, c'est déjà trop en fait. C'est déjà trop. Donc Après, je pense qu'il juste, y a. Vas-y Yann. ouais, une toute petite stat là-dessus. Il y a un seul joueur des deux équipes qui a fait les finales jusqu'à présent, c'est Jay Crowder. Mm. Et je suis d'accord sur la jeunesse, etc. Mais en fait, ces deux formations, aucun joueur n'est champion. C'est deux formations, deux groupes de joueurs qui finalement ne connaissent pas ce niveau-là. Donc, Alors le niveau de finale, oui, t'as raison, mais le niveau playoff, pour le coup, à Milwaukee, t'as quand même oui, déjà beaucoup plus bourlingué, puis surtout avec une continuité dans ton effectif. Ils ont oui, c'est connu des sûr. moments chauds, des moments de déception aussi. Oui, non, voilà, c'était juste pour dire que dans tous les cas, quasiment, on n'aura que des nouveaux champions, Mm. je pense que c'est Ouais. très rare. D'ailleurs, D'habitude, il y a toujours des anciens champions dans un effectif. ouais, de fou. D'ailleurs, on a tweeté ça aujourd'hui avec l'analyste, mais fun fact sur cette série, puisque Torrey Craig est déjà champion en fait. Il est assuré d'être champion NBA, puisque cette saison, il a joué à la fois avec les Bucks et avec les Suns. Donc peu importe l'issue de la série, il aura sa bague. Donc le petit fun fact, on connaît déjà le nom d'un champion à qui on peut ajouter un trophée Larry O'Brien au palmarès. Très bien, bah écoutez messieurs, merci pour ce petit moment. On se tiendra au jus forcément sur la prochaine table de marque, je pense, on sera encore pendant les Ouais, finales. on fera des Ça va être updates. quoi? Ça va être un rythme de 2-3 jours encore entre les matchs, je pense. Peut-être un peu plus espacé là pour les finales, ou peut-être on reste C'est sur le rythme de 2 jours. c'est tous les 2 jours, sauf quand ils changent de ville, où à chaque fois, on passe sur 3 jours. Ok, donc du coup on va avoir. On est 2, 2, 3, Oui, 2, oui, 5, c'est 2. ça. Ok. Ok, donc forcément, du coup, dans la prochaine table de marque, on en parlera. Yes. Super, on a fait les petits pronos et tout. En tout cas, putain, j'ai hâte. J'ai hâte de me faire des petits matchs là. Ceux-là, je vais vraiment pas les louper. Messieurs, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, puisqu'on va aller sur l'interview de Yann Casville. Yann Casville, tu es le rédacteur en chef du magazine Basket. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme son nom l'indique, c'est un magazine sur le basket. Ça sort tous les mois, ça existe depuis 2016. Et dans ce magazine, on retrouve un peu de tout, de l'actualité, que ce soit de l'actualité française, internationale. Ça parle aussi de NBA. Sur chaque magazine, il y a un joueur qui est mis à l'honneur sur la couverture, avec un sujet dédié à lui. C'est vraiment un magazine qu'on recommande à tout le monde parce que comme je l'ai dit, on y retrouve de tout. C'est très complet en fait. Il y a de l'actu très médiatisée et de l'actu un peu plus, j'ai envie de dire, underground. Mais quoi qu'il arrive, c'est des sujets qui sont toujours très intéressants. Et comme vous aimez bien le dire, je crois que dans votre bio Twitter, vous décrivez comme des sujets de fond.
et c'est tout à fait vrai. Et du coup, tu es aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'auteur du livre 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson, sorti chez Exuvie le 11 juin dernier. Donc voilà, on va évidemment revenir dessus. J'ai une toute première question pour toi, c'est celle que j'aime poser à tous nos invités de la table de marque. Avant d'être le rédacteur en chef du magazine Basket, tu as été journaliste pour plusieurs médias basket. Tout ça t'a amené à devenir également, du coup, aujourd'hui auteur en écrivant ce bouquin sur AI. Comment t'es tombé dans la balle orange et comment t'es venu l'idée de faire un trait d'union entre ton amour pour le basket et ton amour pour tout ce qui est journalisme, la plume, l'écriture? Est-ce que c'est l'un qui t'a amené à l'autre ou est-ce que t'as toujours aimé les deux et tu savais que tu voulais faire ça? Raconte-nous un peu ton histoire avec la balle orange. Ok, les deux sont liés. Le basket, c'est parce que je suis originaire de Chalon-sur-Saône, la ville de Chalon-sur-Saône en Bourgogne, où le club qui là vient de descendre en deuxième division, mais c'est un des meilleurs clubs français, 2 fois champion de France. Et étant originaire de cette ville, bah ça m'a amené déjà au basket français professionnel, à savoir ce qu'était le haut niveau. Et avoir des matchs avec du public, une salle, il y a 5000 places, la salle est pleine, à tomber dans cette ambiance-là. Et puis en même temps, il y a la découverte de la NBA à travers Iverson. Donc il y a ces deux aspects-là qui font que très vite le basket, je me mets à jouer. Voilà, je lis les magazines basket, je tombe là-dedans comme ça. Tu tombes très jeune, t'as quel âge à peu près à ce moment-là quand vraiment tu commences à... J'ai commencé à jouer à 8 ans. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment donc une histoire de jeunesse. Oui. J'ai pas hésité, j'ai pas fait d'autres sports par exemple. Ah ouais, ok. J'ai toujours fait que du basket, j'ai toujours été passionné. J'aime le sport d'une façon générale, mais disons que pour moi il y a le basket et le reste où je suis de ça de très loin. C'est vraiment ma passion. Tu jouais quel poste? Meneur. Point God. Ouais, je pense que ma taille aujourd'hui je dois faire 1m78 et je pense que ça a joué dans la balance. Même à petit niveau, parce que j'étais pas un grand joueur, clairement pas, mais même à petit niveau, ma taille m'a plus ou moins dirigé très vite vers ce poste-là. Ok. Et puis après, le journalisme dont on parlait, l'écriture, c'est familial. Dans ma famille, il y avait des bouquins partout. Mon père était journaliste, je l'ai toujours vu faire ça, et j'ai jamais voulu faire un autre métier en fait que journaliste. Okay. Quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire, je disais journaliste parce que comme le basket, c'était il y avait que ça quasiment qui m'intéressait. Donc c'est pareil, c'est ancré depuis l'enfance. Ok, ouais, c'est marrant, c'est une histoire de famille. Ouais, t'as repris le flambeau. Ouais, non, c'est intéressant. Mais d'ailleurs sur ça, enfin tu le sais pas, mais moi également, je suis aspirant journaliste aussi. Est-ce que enfin là, tu dis, moi, je voulais vraiment devenir journaliste et tout. C'est quand que ça t'est venu que tu t'es dit, moi, je vais être journaliste vraiment basket et que je vais que m'intéresser à ça? C'est une bonne question. Honnêtement, ça a toujours été un objectif? Non, absolument pas en fait. Moi, je voulais être journaliste, mais peu importe le thème. Si on m'avait dit, tout ce qui comptait quand j'ai fait les études, pour moi, c'était de devenir journaliste de presse écrite. Voilà, je voulais pas faire ni de télé ni de radio. C'est pas mon truc. Je voulais écrire dans un magazine. Après, le sujet finalement, ça comptait pas pour moi. Là, c'est plus une opportunité entre guillemets où tu es en école de journalisme, tu dois faire des stages. Un de mes stages, il s'est avéré que je l'ai fait dans un magazine de basket à l'époque, mais c'était plus, il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière de me dire je vais faire ça à terme. C'était parce que je me suis dit bah tiens, après tout j'aime bien le basket, je lis des magazines de basket, pourquoi pas faire un stage là-dedans. Et c'est de cours. Ouais, c'est ça. Puis après le stage il m'a tellement plu, j'ai adoré et je suis resté là-dedans depuis. C'est vraiment là que t'es tombé dans la potion comme Obélix quoi. Ouais. Ah, super intéressant. En tout cas, moi, j'aimerais bien aller sur ton livre maintenant, du coup, l'Odyssée d'Allen Iverson. Hugo, tu peux le remontrer, je pense, voilà. N'hésitez pas, je l'ai dit en interview d'émission, pardon, mais je le redis là pour les copains qui regardent juste le passage de l'interview. Ce magnifique bouquin dédicacé par la main de Yann, du coup, est à gagner sur notre compte Twitter. Le concours est sur le Twitter de l'analyste. On mettra un lien dans la description pour aller directement sur le tweet et sinon, vous pouvez le retrouver directement sur le profil de l'analyste. Pardon, Antoine, je t'ai coupé. Je faisais le petit moment promo concours.
Du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes la création du bouquin étape par étape, la genèse en fait, comment l'idée t'est venue, comment aussi t'es tombé amoureux d'Iverson, parce que tu le décris magnifiquement bien dans le bouquin, et puis ouais, les chapitres, les différentes étapes du projet. C'était quoi ton objectif aussi quand tu t'es dit je veux faire un livre sur AI? C'était de me dire, je veux pas faire une biographie, ça m'intéresse pas. Iverson, moi, je suis marqué par lui, par 2001, par la finale, le fait qu'il soit MVP. Tout c'est en 2001, j'ai 11 ans, donc c'est les moments où on se prend un peu tout en pleine face et on est très attaché émotionnellement, etc. Donc moi, j'ai gardé cet aspect-là. Quand j'étais jeune, j'étais fan d'Iverson. Même s'il avait fait un match à 1/40, j'aurais pu trouver des moyens d'expliquer que s'il avait fait un bon match. Voilà, Ok. et après, C'est j'étais, hardcore. oui, puis il y avait une forme de fierté à toujours défendre entre guillemets son joueur. Après, j'ai perdu ça parce que c'est aussi mon boulot et puis le fait que je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément meilleur qu'un autre, que surtout qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient meilleurs que lui. Donc j'ai perdu ça pour toute la suite de sa carrière. Mais par contre, 2001, j'avais toujours le côté, on dit souvent une côté un peu Madeleine de Proust, le côté les souvenirs d'enfance. Voilà, je gardais cette histoire-là qui me plaisait. Et je me Ouais, suis dit, si je dois écrire j'ai pas eu l'idée qui est venue d'un coup, mais dans tous les cas, je voulais pas faire une biographie et simplement, je me suis dit, j'ai envie de me replonger, moi, dans l'histoire qui, moi, m'a fait aimer le basket. Parce que je suis pas tout seul en fait. Si moi en France j'ai été touché par Iverson en 2001, c'est que ouais, ouais. des tas de personnes ont vécu et ressenti les mêmes choses que moi. Et donc j'ai voulu en fait raconter cette histoire-là et ce qui m'a poussé à l'écrire parce que je vais pas mentir, j'ai pas interviewé Iverson, j'ai pas écrit le livre en direct de Philadelphie, donc il y a une question de légitimité, de pourquoi, quelle légitimité j'ai à écrire ça. Et ce qui, moi, pendant des années, a fait que j'ai rien écrit sur Iverson parce que je considère que j'ai aucune légitimité. Simplement, j'ai eu accès à toutes les archives d'époque, des journaux de Philadelphie d'époque, notamment le Philadelphia Inquirer et le Daily News, des quotidiens qui ont fait très concrètement des milliers d'articles sur la seule saison 2000-2001. Et toute cette matière première-là qu'on m'a donnée, je me suis dit, je redécouvre une histoire parce que en 2001, on suivait pas la saison des Sixers au quotidien, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas tout ça. Forcément, forcément. Donc c'est pour ça, là, je me suis dit, là, en fait, maintenant, j'ai une légitimité à écrire. Après, que ce soit bien ou pas, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, j'ai une matière première qui n'avait pas été utilisée encore en France. Il n'y avait pas d'histoire comme ça. Il y a des biographies d'Iverson, il y a des articles par centaines, etc. Mais cette énorme matière première-là, prise à la source à Philadelphie, elle n'avait pas été utilisée. Donc je me suis dit, autant essayer d'écrire quelque chose là-dessus. J'ai eu, J'ai une j'ai pas coupure entendu aussi. la fin de ce que t'as dit. Ah, ça Ah a ouais, coupé. pardon, on a eu un petit lag, heureusement. Ouais, Je croyais qu'on t'avait perdu, ouais. donc c'est bon. Tranquille, on peut continuer. J'ai eu chaud. J'ai eu vraiment chaud. Ça marche. Non, bah, du coup, ok. En tout cas, moi, je trouve que tu dépeins parfaitement bien ton amour, justement, d'Iverson. On le Hmm. ressent quand on le lit, tu vois. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on est des milliers Moi, je l'ai pas vécu, le phénomène AI, mais avec du recul, avec des années, justement, plus tard, je me dis, putain, qu'est-ce que j'aurais bien aimé vivre ce phénomène, tu vois, parce que c'est vraiment un phénomène. Mais c'est vrai Ouais. que Antoine et moi, on est d'une génération un peu plus jeune et forcément, on n'a pas vécu ça en direct et tout. Mais c'est vrai que quand tu revois un peu quand tu te renseignes un peu sur le joueur, sur le phénomène et tout, c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment plein de trucs qui ressortent et clairement, je pense, on aurait tous aimé. De toute façon, on aimerait être immortel et vivre toutes les époques NBA en soi parce qu'il y a tellement de trucs à raconter à chaque fois. Mais dans le livre, tu décris justement très bien le phénomène qui est Iverson. Tu dis que si Iverson avait évolué à l'époque des réseaux sociaux, ce serait une superstar mondiale bien au-delà des parquets. Parce qu'il a contribué du coup à la montée de tout ce qui est culture urbaine, les tatouages, Le les rap. tenues vestimentaires, le rap, etc., le dress code, le fameux dress code. Euh, Quel regard tu portes sur cette dimension un peu surnaturelle qui émane de The Nth Oula, ok, DNCF. d'Allen Iverson? Ouais. Je pense que ça aurait pu être aussi catastrophique pour lui à l'ère des réseaux sociaux, Iverson, par rapport
au fait que si on l'avait jugé entre guillemets en permanence, on sait très bien que souvent les veilles de match, il pouvait être en train de boire des coups dans un bar. Si on voit des photos de ça, on peut le juger là-dessus. Il aurait été capable sur Twitter de mettre des posts pas forcément réfléchis parce qu'il est tellement impulsif qu'il va tweeter ce qui lui passe par la tête. Donc je pense que ça aurait pu être aussi scandale sur scandale s'il avait été dans son prime ça aurait été incroyable en termes de jeu, mais ça aurait été des polémiques aussi incessantes. Après sur la dimension La dimension iconique peut-être aurait été plus forte. ouais, et puis surtout c'est l'idée du bouquin, c'est ça aussi, c'est que Iverson il a jamais gagné. Encore une fois, il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que lui et je remets pas ça en cause et je remettrai jamais ça en cause. Simplement, je pense que c'est important il y a des repères et pour moi Iverson il fait partie des repères dans l'histoire de la NBA, pas forcément là encore une fois l'un des plus importants, mais on est dans l'après Michael Jordan et la NBA elle-même, là c'est pas les fans, c'est la NBA elle-même qui se dit qu'est-ce qui va se passer? On perd notre meilleur joueur. Et forcément que ça va être une nouvelle génération qui arrive, mais on sait pas qui va un peu prendre le lead, qui va réussir à intéresser encore le public américain. Kobe, c'est pas tout de suite, parce que Kobe, il arrive, il a 18 ans. Donc ça va être Vince Carter notamment, il y a du Tracy McGrady aussi, mais le visage, parce qu'il est controversé, numéro 1 finalement, l'image entre guillemets de la NBA, même si ça plaît pas forcément à la NBA, c'est Iverson, parce que il y a le terrain, le hors-terrain. Il arrive en fait à un moment où on voit au-delà du basketteur, on voit l'homme qu'il est, et avec tous les défauts, parce qu'il y a des défauts, il faut pas les cacher, on en a tous de toute façon, mais il y a un côté prenez-moi comme je suis qui je pense parle beaucoup à toute une génération qui arrive en se disant ah oui, et je vois pas seulement un basketteur sur le terrain, je peux entre guillemets m'identifier à lui parce que il se montre comme il est. Et je pense que ça a été très important pour. Il y a des joueurs qui en ont parlé après en disant il nous a permis. Alors c'est peut-être des grands mots, mais c'est des joueurs qui l'ont dit. Il nous a permis d'être nous-mêmes. Et ben il fait partie de ces joueurs-là qui ont ouvert des portes. Alors il a pris des coups pour ça, mais en tout cas je pense qu'il a contribué à ouvrir pas mal de portes. Mmh. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, justement, enfin, il véhiculait vraiment une image complètement clivante à l'époque. Il y avait beaucoup de journalistes qui disaient que c'était, enfin, je veux dire que c'était une mauvaise fréquentation, tu vois, justement, avec, je pense notamment par exemple à la fameuse conférence de presse Practice, you're talking about practice, mais moi, avec du recul, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui fait qui fait unanimité maintenant dans les mémoires des fans de basket. Je pense justement que c'est pour cet aspect-là. Je voulais te demander cet aspect dont tu parles, justement, qui a ouvert des portes, qui a permis aux joueurs d'être eux-mêmes et de s'assumer complètement. Et je voulais te demander, sinon, à part ça, pour sortir un peu d'Iverson, à part Iverson, toi, c'est qui tes joueurs, c'est qui ton équipe? Je pense que du coup, il y a Iverson en tête de liste, peut-être les Sixers, mais t'es peut-être fan de d'autres époques ou de d'autres joueurs en particulier? Oui, clairement en termes d'équipe, oui, ça a été Philadelphie parce que j'ai suivi Iverson et après même quand Iverson est parti, en tout cas moi je suis resté accroché à cette équipe de cœur là. En termes de joueurs, oui, il y en a plein. Pour rester en NBA, j'étais pas forcément fan des Spurs, même si oui il y avait Tony Parker etc. Et en France c'est évidemment important, mais c'était pas mon équipe. Pour autant j'ai toujours adoré Manu Ginobili parce que j'aime les joueurs fantasque et j'aime les créateurs. Je pense que aujourd'hui Steph Curry c'est pareil, j'aime le voir jouer et je vais aller plus naturellement c'est mes intérêts propres au basket, je vais aller plus naturellement vers des arrières peut-être parce que je m'identifie plus mais voilà c'est pour ça que oui je pense à des joueurs comme Ginobili et Curry, c'est les deux qui m'ont principalement marqué Ça va, dans la NBA. Ça fait un backcourt pas mal quand même. Ouais, Il y a moyen de faire 2-3, il y a moyen de bricoler. On bricole un peu autour, il y a moyen de faire des choses, ouais. Et j'aime bien aussi avec Ginobili ce qu'on peut retrouver chez Iverson, j'aime le côté des joueurs qui vont faire entre guillemets parfois des erreurs, mais où il se passe un truc qu'on n'attend pas. Un mec, il va tenter quelque chose et on se dit mais pourquoi il fait cette passe-là? Un mec un peu fou, va l'engueuler derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Les mecs j'aime qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ok. Pour revenir vite fait sur le magazine basket que je montre ici, ça c'est le dernier numéro qui est sorti du coup pour le mois de juin.
avec la magnifique illu sur Nikola Jokic et sur l'éloge de sa lenteur. D'ailleurs, très marrante la couverture avec côté gauche un espèce de graphique un peu comme si on était sur 2K avec vitesse, détente, explosivité, 0. Par contre, QI basket, passe et instinct de l'autre côté, tout est au max. Très, très belle dédicace. Dans ce magazine, on retrouve un peu de tout, de l'actualité, que ce soit de l'actu française ou internationale, ce que je disais tout à l'heure. Ça parle aussi de NBA et tout. Donc c'est vraiment très complet. Comment tu ferais un peu la promo de ton magazine? Pourquoi il faudrait qu'on s'abonne? Et à quel genre de contenu on peut s'attendre tous les mois? L'idée, c'est nous du pur magazine, 100% magazine, dans le sens où l'actualité, elle est pas chez nous. Les résultats de match, c'est pas chez nous. Aujourd'hui, on a tout en direct, que ce soit sur Internet. Enfin, on est tous pareils. Le matin, les résultats, on les a sur Twitter, sur notre téléphone, etc. Tout ce qui est résumé de match, tout ce qui est voilà les comptes rendus, etc. Ça, nous, on le donne pas parce que on sort une fois par mois, donc on n'a aucun intérêt à offrir ça. Nous, notre idée, c'est de se dire maintenant, vous avez cette première étape avec le suivi en direct au quotidien, etc. On va proposer, un peu. ouais, voilà. Et ben, on va proposer à ceux qui ont envie, ceux qui aiment lire, parce que nous, on fait plutôt des articles longs, parce qu'on considère que, bah, c'est encore une fois, on s'adresse à des gens qui font l'effort d'acheter un magazine et on se dit, bah, on va leur proposer un contenu qu'ils n'auront pas forcément sur Internet, où ça va être des articles souvent un peu plus courts, même si c'est un peu réducteur de dire vous ça. Vous adressez vraiment à des lecteurs, quoi. Voilà, on est sur de la lecture et sur du magazine et on n'est pas sur, on peut nous le reprocher, mais on est très peu sur la technique et la tactique dans le jeu. Ça c'est ma position parce que je considère que c'est très dur de rendre ça sur papier, enfin par l'écrit intéressant et vu que nous on veut proposer de la lecture, je trouve que la lecture d'une tactique, en tout cas moi je sais pas faire, donc on est très peu là-dessus. Nous on est que sur de l'histoire et de l'humain. On veut donner la parole aux gens et on veut raconter des parcours plus que des lignes statistiques finalement. Donc c'est vraiment voilà, si je dois le résumer, c'est que c'est ça, c'est qu'on peu importe le championnat, peu importe la nationalité du joueur, de la joueuse, nous ça on s'en fiche. Mais par contre s'il y a une histoire, un parcours de vie, quelque chose qui nous interpelle, sur lequel on a une prise, et ben on va essayer de raconter cette histoire-là et que ce soit comme un récit et que les gens apprécient, prennent du temps pour lire des histoires de basket. T'as un peu des histoires racontées, mais quand même liées par. Enfin, c'est pas de la fiction, quoi, mais c'est un peu un côté écriture et tout. De toute façon, moi personnellement, en tant que lecteur et en tant que rédacteur, parfois à mes heures perdues, je trouve que c'est toujours plus intéressant le partage de ressentis, le partage d'émotions, que justement la simple Que juste les faits. l'information, je veux dire, du score et l'analyse tactique. Après, il y a des gens qui le font très bien et voilà, mais le ressenti, c'est primordial. Du coup, tu es rédacteur en chef du magazine depuis sa création, depuis septembre 2016. Donc, j'imagine que tu es à la genèse du projet et du concept. Je pense que tu as été dans la création. Aujourd'hui, quand même, le mensuel, il a une certaine réputation pour son esthétique. D'abord, Hugo en a parlé parce que vous faites toujours des couvertures qui dégagent quelque chose à chaque numéro, mais aussi il a une réputation pour son contenu très varié parce que vous avez des dossiers très longs, des enquêtes justement détaillées, des interviews avec des grosses personnalités. Je pense à une interview, j'avais lu celle de Tipeee par exemple quand vous l'aviez eu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du magazine, justement comment est-ce que cette ascension en fait jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui une pièce fondamentale du paysage médiatique basket, je pense que ça doit te tenir quand même particulièrement à cœur cette histoire. Ouais, moi je défends très fortement depuis toujours. J'ai grandi en lisant des magazines de basket. J'ai grandi en lisant 5 majeurs, j'ai grandi en lisant Maxi Basket à l'époque, MVP Basket aussi, Basket News. Enfin voilà, ma culture basket, elle vient de là parce que c'était les années 90, il y avait une très forte presse basket en France. Il n'y avait pas les highlights YouTube, ouais. Bah voilà, c'est ça. Je pense que mon histoire serait différente si j'étais né en 2000, 10 ans plus tard. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un mec qui fait un dunk, même si t'es pas devant le match, de toute façon, tu le vois 5 minutes plus tard dans ton feed. Donc, Enfin, moi, je suis pas du tout contre ça. En plus, je trouve ça, au contraire, moi, je suis content qu'il y a une profusion, etc. Et je trouve ça génial. Simplement, je reste très attaché au papier. Il y a une richesse, on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est les pays étrangers. Il y a très peu de pays étrangers en Europe où on a encore des magazines de presse basket. Et moi, je suis très très attaché à ça et j'ai envie de défendre ça. Et notre magazine là, basket,
c'est simplement, on n'a rien inventé, on est juste héritier d'une grande tradition de la presse basket en France. Il y avait avant ce magazine-là des hebdomadaires, mais encore une fois, je pense qu'il a fallu aussi prendre le tournant des années 2010, de comment on consomme l'actualité aujourd'hui, comment on voit du basket aujourd'hui, comment on en voit partout à la télé, etc. Et on s'est dit, hebdomadaire, ça va être difficile, donc oublions tout ce qui est actualité et allons dans le pur magazine, dans le mensuel, pour faire un truc complètement différent où les personnes qui l'achètent entre guillemets il y a encore une fois, elles font un vrai acte d'aller acheter quelque chose. Donc nous, on essaye de leur donner du contenu qu'on trouvera pas ailleurs, ce qui signifie pas qu'il est meilleur d'ailleurs. C'est pas ça, mais c'est un côté un peu premium, quoi. T'as envie de récompenser le mec voilà. qui fait l'effort d'aller au kiosque pour acheter son petit magazine, qui se déplace, qui va le lire, qui va l'avoir entre ses mains et tout, plus que et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est très bien tout ce qui se passe avec les réseaux et tout, ça aide au basket, mais du coup, je trouve ça cool de rester attaché à ce côté-là, à ce côté papier, à ce côté écrit, et surtout que d'une manière générale, dans tous les médias dans le monde, c'est très numérique et c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui soyez attachés au format papier. C'est grâce à vous s'il y a des gars comme, je sais pas, des gens qui tiennent des kiosques, qui ont encore des boulots et tout, donc même des imprimeurs, des choses comme ça. Et puis voilà, puis ça match assez bien avec l'idée du magazine. Du coup là c'est le numéro 53, le dernier magazine sorti donc pour juin 2021. Au terme de 53 numéros, ça représente quoi d'être alors t'étais un peu réticent quand j'ai dit ça, mais je le pense vraiment, ça fait quoi d'être une figure et un pilier de ceux qui comme toi contribuent à faire monter la culture du basket en France? Et question dans la question, est-ce qu'il y a un numéro qui t'a plus marqué qu'un autre, ou tu sais, juste celui dont t'es le plus fier, quoi? Celui que t'as le plus pris du plaisir en le faisant, ou une fois que t'as eu le résultat fini, t'étais là en mode ah, ça c'est une belle œuvre. Waouh. Franchement, tu sais, il y a cette phrase des sportifs qui disent toujours on prend les matchs les uns après les autres. Ouais. Moi, en tant que journaliste, je vais détester quand on va me dire ça parce que c'est pas très intéressant comme phrase, mais malgré tout, en fait, quand t'es dans un magazine, celui qui arrive, il prend toute ton attention et au moment où il sort, t'as l'impression que t'as le produit fini et t'es content de ça. Mais sauf que tout de suite, tout ton esprit il se focalise sur le suivant. Non, après, j'aurais pas un numéro à te ressortir. Par contre, il y a des sujets, que je suis fier qu'on ait porté. Encore une fois, parce qu'on est dans cette idée d'apporter autre chose. On a fait par exemple, alors je vais dire ça, le numéro c'est pas forcément très bien vendu ce numéro-là. On avait fait une couverture sur le basket africain, sur où en est aujourd'hui le basket africain. Et j'ai bien aimé faire ça, même si c'était pas forcément le meilleur choix éditorial en termes de vente, et parce que encore ça a pas été la meilleure vente et loin de là. Mais au moins on est allé au bout de notre idée de se dire on pose des questions sur le basket et pas que la NBA et pas que le basket français. Ça c'est un sujet que j'ai bien aimé, et de la même façon on a fait une longue story sur Ginobili au moment où il prend sa retraite, où en fait on a raconté principalement tout ce qui s'est passé avant les Spurs, parce que son histoire, elle est incroyable. Depuis Bahia Blanca en Argentine, on a pu parler à son frère, on a pu parler à ses premiers coéquipiers. Il est champion olympique en 2004 avec des coéquipiers de son premier club et de la même ville de Bahia Blanca. Ils ont une histoire commune qui est dingue. Donc ça, c'était Ginobili. En fait, il représente ce qu'on a envie de faire dans le magazine. Des histoires avec pour moi, c'est un personnage. Il y a mille choses. On peut écrire et je pense qu'en Argentine, des personnes écriront des livres sur lui, et j'en suis même persuadé, et ce sera, je suis sûr, génial, parce que c'est une personnalité dingue. Donc voilà, c'est plutôt des articles que je suis content qu'on ait fait, plutôt que de sortir un numéro en particulier où honnêtement ça me revient pas là comme ça. Et sur ce côté-là dont Hugo t'a parlé je sais pas, je sais pas comment je pourrais le dire, mais de personnes qui diffusent un petit peu quand même et qui fait monter la culture basket en France. Est-ce que tu as conscience de ça, toi, que tu contribues justement à apprendre aux jeunes, à leur faire développer la culture basket et à faire en sorte que le basket aujourd'hui, ce soit un sport qui monte quand même, qui est en ascension en France?
Alors, le plus sincèrement du monde, j'ai beaucoup trop de respect pour les personnes passées avant moi. Certains, euh, quand je lisais Maxi Basket, par exemple, quand j'étais jeune, je lisais des journalistes qui sont ensuite devenus mes rédacteurs en chef dans les magazines suivants, mes patrons, etc., mes collègues aussi. Et j'ai bien trop de respect pour eux, de la même façon que je continue de dire que nous, le magazine, on n'a rien inventé. Moi, à titre personnel, j'ai rien inventé non plus. Je suis juste je fais partie d'une histoire de la presse basket qui, elle, par contre, est incroyablement presse basket française, qui est incroyablement vaillante. Et moi, c'est avant tout pour ça que je me bats, parce que l'histoire, elle est belle. Et après, sur la culture, la montée en puissance de la culture du basket français, c'est pas que c'est pas mon combat. Simplement, moi, nous, on se bat au quotidien pour un produit, parce qu'on le vend, donc c'est un produit, même si le mot est horrible. On se bat pour un produit. Ensuite, après, les gens choisissent de l'acheter ou non. Ouais. Je vais pas forcer les gens à l'acheter. Donc nous, oui, on n'est pas là pour faire la promotion non plus de quelque chose. On a fait des papiers sur le basket français qui sont très positifs et d'autres qui sont très durs, parce que on considère que nous, on continue de faire notre travail de journaliste. Donc on n'est pas un organe de promotion ou de montée en puissance, finalement. Enfin, en tout cas, c'est pas ma position. Je comprends qu'il y ait des gens qui fassent le même métier que moi qui soient en désaccord complet avec ça, mais moi, ma position, c'est pas de dire que je ne considère pas que je contribue à une montée en puissance. Moi, je propose quelque chose. Après, les gens choisissent d'adhérer ou non, d'acheter ou non, de lire ou non, de s'intéresser ou non. Évidemment que je serais content si on a de plus en plus de lecteurs, mais c'est le basket avant tout qui séduit les gens. Oui. Nous, on est trop petits. Honnêtement, hein, c'est pas de la fausse modestie, mais on est trop petits. Ce qui séduit les gens principalement, ça va être l'image, ça va être le basket qu'on voit à la télé. Ça, je pense que c'est important, plus entre guillemets que nous. Je devrais sans doute pas dire ça, mais je le pense, donc je le dis. Je pense qu'on est trop petit pour dire que on contribue grandement à la montée en puissance du basket français. Non, en tout Ok, cas, non, c'est mais- marrant les points de vue, parce que tu vois, moi, tu vois, au contraire, je pense vraiment que c'est un truc qui fait que c'est peut-être pas la cause principale, mais comme tu le disais, et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est ce côté un peu, on reprend le flambeau et on maintient un peu la barque, tu vois. Et c'est un truc qui continue, et forcément, s'il y a pas de gens comme toi ou comme vous dans le magazine basket, ben il y a tout simplement plus d'histoire, plus de trucs. Et puis ça serait dommage d'avoir que des trucs très réseaux sociaux, justement. C'est bien, ça aussi, ça permet de développer. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, le côté papier, le côté vraiment recherche et tout, ça apporte autre chose. Et c'est un truc qu'on va absolument pas voir mourir. Et voilà, je sais pas, je trouve que ça fait partie. C'est les petites histoires qui font la grande, quoi. Donc non, franchement, C'est c'est un ça, truc ouais, qui est ouais. super cool. Non, mais où je te rejoins complètement, c'est que malgré tout ce que j'ai dit, on se bat au quotidien parce qu'on croit vraiment en ce qu'on fait et on a envie que le magazine fonctionne, on a envie de continuer parce qu'on adore l'histoire, on adore cette histoire-là. Et vraiment, oui, on est. Mais il faut aussi se rendre compte que oui, on est fier d'être ce magazine parce que, encore une fois, dans plein d'autres pays, bah, ça n'existe plus, les magazines de basket. Et moi, je le regrette. Donc, c'est plus ce combat-là, j'allais dire, de la presse basket que je défends Hmm. que celui du basket dans son ensemble. Ouais. C'est vraiment le côté presse écrite. Ok. Antoine, t'avais une Mais dernière question? yes, question un petit peu Une plus dernière ou pas, anecdotique hein, cette ou d'autres, fois-ci. hein? Ouais, mais 53 numéros, du coup, ça fait quand même un sacré chemin parcouru. Moi, je voulais te demander, t'es rédacteur en chef d'un magazine, t'es auteur d'un livre, du coup, donc t'es dans pas mal de projets, t'es fan de basket à côté, je pense que, en tout cas, t'as bien débattu avec nous, donc t'es capable enfin, tu dois regarder quelques matchs. C'est quoi la semaine type de travail de Yann Casville? C'est quoi le nombre d'heures moyen de sommeil de Yann Casville? Euh, Bah, déjà, en termes de sommeil, très clairement, en saison régulière, je regarde jamais de match la nuit. Alors, Ok, NBA, je regarde pas la nuit. NBA, je regarde le matin en saison régulière. Sur le League d'accord. Pass, ça te permet de tout couper. Et comme ça, le match, en réalité, il me prend 1 heure.
Oui, t'as plutôt pas que de de compte à rebours, regarder. les pubs, Moi, Voilà. les je suis publicités pareil que avec toi. des hamburgers qui font la taille de ta tête, là. Ah, Ah, c'est mais je suis ça. pareil que toi. Mais Saison régulière, je regarde les matchs le matin, on est dans la même team. le seul où je regarde encore la nuit, c'est pour les playoffs, mais là, c'est juste pour l'excitation et le plaisir, le plaisir perso. Hmm. Non, après, sinon, en termes d'heures de travail, il y a un gros avantage quand tu travailles dans un mensuel, c'est que euh, moi, j'ai pas à écrire, j'ai une seule deadline par mois, j'ai un seul bouclage par mois, Yes. donc j'ai une vraie chance, c'est une chance énorme. Ça te donne un peu plus de flexibilité. Voilà, quand on se lance sur la story qu'on avait faite sur Manu Ginobili, en fait c'est sorti dans un seul numéro bien sûr, mais c'est 2 mois de travail en amont. On est sur des articles au long cours où on peut prendre le temps. C'est pour ça que la semaine de travail c'est jamais la même parce qu'il y a une grande partie, t'as une première partie où tu cherches à joindre à joindre les gens, à avoir des contacts ou si tu dois te déplacer, etc. Il n'y a pas de il y a pas de règle parce que ouais ça dépend vraiment des articles au quotidien. Ok. Simplement faut se dire que c'est un travail où le temps de même de réflexion en fait est important parce que nous ce qui nous intéresse le plus finalement c'est le choix du sujet au-delà même du temps de l'écriture. Ça voilà, il faut bien écrire le papier à un moment, mais il y a le fait de réfléchir avant ou à se dire pourquoi on va faire ça plutôt qu'un autre sujet. Ok, Ok. ok, bah écoute, écoute, c'était vraiment super sympa. On a eu pas mal d'infos et de choses qu'on a appris. Et c'était vraiment super cool de nous avoir partagé ton expérience. La petite question avec laquelle on aime bien terminer, forcément, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et c'est quoi là, la prochaine étape? Il ressemble à quoi le futur à court terme là? Quelles sont tes prochaines échéances? Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui va se passer là? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le basket français fasse des médailles aux Jeux Olympiques. Ce serait un formidable signal et pour le basket français, mais pour nous aussi finalement. On dit souvent que les journalistes ils aiment bien raconter quand ça va pas. Non, c'est faux. En fait, nous on a envie de raconter aussi que parfois l'équipe de France gagne, que l'équipe de France fait des médailles. On a envie de raconter des belles histoires. Donc voilà, ça me ferait plaisir. Et surtout que bah, les joueurs et joueuses des équipes de France, on est amené à les côtoyer, à faire des interviews avec eux. Donc, moi, je suis absolument proche d'aucun parce que c'est pas du tout ma vision du truc. Mais il y a quand même une petite affection que t'as pas forcément pour les autres joueurs à qui tu n'as jamais parlé. Donc, voilà, des bons JO, ça me ferait plaisir. Et surtout, non, c'est que qu'on puisse que l'histoire du magazine continue par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse, c'est de me focaliser sur le prochain numéro et encore le prochain et que ça continue et on continue à écrire cette histoire-là qui a 5 ans et qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Super. Magnifique. Bah écoute, vraiment merci à toi encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie sincèrement. Hein. C'est grand merci. Le plaisir est partagé alors. Super. Écoute, pour ceux que ça intéresse, là, le Basket Le Mag, comment on fait pour s'abonner? C'est sur votre site, c'est ça? C'est ça, on a un site basket-mag.com. On mettra les liens dans la description pour ceux qui demanderaient. Voilà, il y a de l'abonnement, il y a de l'achat au numéro, on met les sommaires en ligne pour voir ce qu'il y a dans le magazine. Ok, super. Et du coup, je rappelle, hein, ton bouquin du coup qui est sorti le 11 juin dernier chez XUV 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson. Magnifique bouquin. Je rappelle aussi que celui-là, pour le coup, on le fait gagner, dédicacé directement par Yann. Ça se passe sur Twitter. Tous les liens sont dans la description, que ce soit pour notre Twitter, pour les concours, ou bien pour se rediriger, pour suivre un peu Yann, son actualité, et puis le magazine basket. Messieurs, c'était une super émission. Vraiment, je suis très content de l'avoir fait. Merci à vous. Vous avez passé un bon moment, ça va? C'était cool? Ouais, très très cool. Bah, comme on disait au début, que les playoffs, une fois que les playoffs sont là, C'est le meilleur moment pour parler d'NBA. Ouais, clairement, c'était génial. Non, je te remercie encore. Moi, je te l'ai pas dit personnellement, Yann, mais merci d'être venu. C'était super cool et intéressant d'échanger avec toi, de parler journalisme, d'en apprendre plus sur le mensuel et même sur Allen Iverson. Donc, vraiment, merci à toi.
Bah, encore une fois, grand merci de même. Et puis, n'hésitez pas, parler basket, c'est toujours un plaisir. Donc, c'est voilà, on peut aimer le papier et aimer les autres formats. Au contraire, T'en es j'adore. la Donc, preuve vivante. allons-y sur tous les autres formats, c'est génial. Donc, voilà, faut continuer comme ça. Carrément, carrément. Génial. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Encore une fois, c'était super sympa. N'hésitez pas, ceux qui nous ont regardés, à balancer un petit pouce pour nous soutenir, à s'abonner. C'est super important. Ça paraît bête, hein, mais c'est une manière gratuite en un clic de nous soutenir. N'hésitez pas aussi, si vraiment vous avez surkiffé, à nous retweeter ou à partager ça un peu sur vos réseaux ou à l'envoyer à vos potes. commenter. À regarder, j'ai vu une super interview, machin. Ouais, de ouf, à commenter si vous avez des remarques, des avis, des choses à nous partager. Et puis quant à nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, pleine période de play-off, on aura des matchs de finale du coup à analyser, à débriefer, tout ça. Et puis voilà. Messieurs, merci beaucoup, c'était super sympa. Et puis à la semaine prochaine pour nos auditeurs. À la Salut à semaine tous, prochaine. Ciao. merci. Ciao l'équipe.